représentants des jeunes Africains venus commémorer la journée internationale de la jeunesse vendredi dernier à Ouagadougou. Peut-on avoir une Afrique véritablement souveraine sans une réforme du système éducatif? C'est la question au menu de ce premier numéro de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour la réflexion sur cette thématique, j'ai deux invités sur ce plateau. D'abord, M. Abdoulaye Nabaloum. M. Nabaloum est le président de la CAMPAO, entendez par là, la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Nabaloum. Bonjour, M. Dabira. Bonjour à mon co-panéliste, M. Sawadogo. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de C360. Et encore merci pour l'invitation et qui nous permet chaque fois de pouvoir contribuer à la libération, à la lutte du panafricanisme pour la souveraineté de l'Afrique. Voilà donc qui est bien dit et votre vis-à-vis est bien M. Noufou Nouraogo Sawadogo. M. Sawadogo est ingénieur en santé publique et environnement. Bonjour M. Sawadogo et bienvenue également sur ce plateau. Bonjour M. Davera, bonjour aux téléspectateurs et merci pour l'invitation sur ce thème qui est assez important pour la vie de nos nations. Voilà donc qui est bien dit également. Le premier défi du continent africain dans sa lutte pour l'émancipation est d'abord celui de l'éducation. C'est ce qu'a déclaré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vendredi dernier. C'était à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Monsieur Sawadogo, je vais commencer par vous. Vous avez enseigné à un moment donné. Quelle corrélation peut-on faire entre souveraineté et éducation déjà pour commencer? Merci pour la question. Pour moi, c'est le nœud gordien. Le nœud gordien. C'est la base de tout. La fibre optique qui me permet de savoir que moi j'appartiens au Burkina Faso doit être inculquée à l'enfant depuis la naissance. Et si actuellement le système éducatif ne prend pas ça en compte, il va savoir que nous allons avoir des gens qui vont s'identifier à une réalité et forcément l'aspect souverain de notre pays pourra être entaché. Il faut donc revoir le système éducatif, il faut réformer le système. Je m'amuse souvent à me poser la question, est-ce que nous avons un système éducatif? On n'en a pas à l'heure actuelle. Je me pose la question. Est-ce qu'on nous a, avons une école où on a donné des programmes, mais est-ce que ces programmes reflètent réellement le besoin par rapport aux réalités? J'ai lu à quelque part dans la semaine un conflit entre la Turquie qui disait aux écoles françaises installées sur son site qu'ils doivent enseigner un certain nombre de matières. Quand j'ai essayé de voir ces matières, ce sont des matières propres à l'histoire de la Turquie et ce qui va se faire par rapport à ça. Toutes les matières sont des matières liées à ce que l'enfant puisse s'identifier à la Turquie. Est-ce que nous avons ces programmes ici? Donc, on doit pouvoir avoir ces programmes qui vont faire comprendre à l'enfant que ce qui compte le plus d'abord, avant tout et surtout, la nation, le Faso. Et si je peux faire un feedback, quand on était au primaire, même au secondaire, je pense que lorsqu'on montait le drapeau, une fois que ça commence, peu importe où tu es, tu t'arrêtes. Actuellement, on est obligé de faire des cérémonies de montée des couleurs nationales pour pouvoir... Pour rééduquer, pour donner un peu la nécessité, l'importance au drapeau qui existait déjà depuis le passé. Mais on le fait même sur le goudron. J'étais à l'école à Campella, il y avait le goudron qui était à 100 mètres. Dès que c'est le drapeau, tout le monde s'arrête. Obligatoire. Actuellement, on n'a pas ça. On monte le drapeau dans une école, même les enfants continuent de marcher. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'on doit revoir les choses, faire en sorte à ce que l'enfant comprenne que le drapeau en nation, c'est le plus important. Et ça passera par l'éducation civique. L'éducation civique, et je pense que c'est tout un ensemble. À tous les niveaux, on doit le faire. C'est tout un ensemble. Voilà donc, depuis la maison, les parents d'abord, ensuite le voisinage qui corrigeait les enfants à l'époque. Tout le monde doit s'impliquer. Partout l'enfant où il arrive, il doit comprendre que ici, c'est le Faso et c'est le Faso d'abord avant tout ce qui. Alors, on reste toujours dans ces diagnostics-là et comment le système actuel, le système éducatif actuel entrave à l'émancipation de l'Afrique, M. Nabaloum. Alors, merci pour cette première question. Alors, comment lier la corrélation de la souveraineté avec l'éducation? De mon point de vue, d'abord, l'éducation, ça va de la langue.
Nous savons que nous avons tous hérité de la langue française, objet même de nos discussions aujourd'hui. Donc nous sommes en train de partager des valeurs, de partager des connaissances avec la langue d'autrui. Donc ça, c'est déjà un élément de frein à notre souveraineté. Imaginez-vous qu'on puisse développer les curricula et les formations en langue morée, en langue djoula, en langue gourmachema. Vous voyez comment est-ce que ça devrait pouvoir être beaucoup plus facile à comprendre. Donc déjà, dans l'éducation, il y a la langue qui est un élément essentiel. Et je dirais même que c'est le premier élément de la souveraineté. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la souveraineté, lorsqu'on parle du défi, c'est déjà même qu'à travers la langue, on puisse transmettre le savoir, on puisse donner l'éducation. Et vous voyez que pour un lobby, pour un Mossi, il est beaucoup plus facile pour lui de comprendre comment est-ce qu'il faut faire le câblage. Comment est-ce qu'il faut faire, je prends pour exemple les tâches les plus banales. Si vous prenez l'électricité, si on peut l'enseigner dans nos langues, si on peut donner des curricula, qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de techniciens qui ont beaucoup de savoir-faire, mais ils sont limités simplement parce qu'ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas un diplôme de ça. Et là, c'est un appel que je lance au président de Faso qui appelle au retour aux sources, parce que si nous arrivons effectivement à donner cette opportunité, vous voyez la masse critique de jeunes dans le domaine agricole, si on peut des enseignements dans nos langues, comment est-ce qu'il faut savoir cultiver, comment est-ce que les saisons doivent être comprises dans nos langues et pouvoir les transmettre. Vous voyez la masse critique de paysans, alors qu'on pense qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils font. Si on se met à transformer, à donner cette opportunité, cette formation qu'on donne dans nos langues, en anglais ou en français, et qu'on puisse les transmettre dans nos langues naturelles, vous verrez que le monde agricole et beaucoup de secteurs d'activité vont connaître un essor important, parce qu'on a un bassin large qui ne parle pas le français, qui ne parle pas l'anglais, qui ne parle pas les langues étrangères de façon résumée. Donc pour moi, ça c'est un élément essentiel qui montre que la langue qui fait partie de l'éducation, qui est la base même de l'éducation, est un élément de souveraineté et qu'il faut agir sur cet élément-là. L'autre élément que je voudrais ajouter par rapport à ce thème, c'est effectivement le niveau de format qu'on nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais que depuis qu'on a commencé, on a fait l'école générale, on a appris ces sciences, histoire, géo, grammaire, apprendre les langues, et on a pris jusqu'à l'université. On est sorti, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le système est inadapté avec les besoins du moment. Donc, on est sorti. On a des étudiants paumés. Effectivement, des diplômés. Des diplômés paumés qui sortent paumés. Et il n'y a pas donc de besoin sur le terrain immédiatement. Il n'y a pas de besoin sur le terrain. Et mieux encore, on nous a abrutis. À tel point qu'on a l'impression que notre système éducatif a été conçu pour former des administratifs. Et pendant longtemps, on nous a maintenus dans ce système de former des bureaucrates et des administratifs. Alors que les bureaucrates et les administratifs ne développent pas. Ils n'apportent pas une valeur de création. La valeur de création, ce sont les domaines d'ingénierie. Comment est-ce qu'il faut cultiver la terre? Comment est-ce qu'il faut fabriquer une ampoule? Comment est-ce qu'il faut fabriquer un bidon d'eau? Comment est-ce qu'il faut aller extraire l'or? Comment est-ce qu'il faut transformer l'or? Comment est-ce qu'il faut transformer le coton? Comment est-ce qu'il faut construire des usines? Et pendant longtemps, notre système éducatif est resté très évasif sur ces secteurs. On nous a simplement maintenus dans l'administratif. Il faut être un fonctionnaire, il faut aller occuper tel poste, il faut aller occuper tel poste. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été pendant longtemps trompé. Et avec le réveil qui se met en place, c'est bien normal que le président du Faso insiste auprès de cette jeunesse. Et l'occasion a été donnée, lui étant jeune, de pouvoir attirer l'attention de la jeunesse sur les problématiques qui se posent à nous.
Aujourd'hui, on a pris conscience que nos pays ne sont pas pauvres du tout. Très clairement. Nos pays ne sont pas pauvres. On a des matières premières. On a de la plutôt richesse à nous faire comprendre, à comprendre et accepter que le pays était pauvre. Et un pays pauvre et s'attache fermement à ces pays pauvres. Absolument. Et tout ça, c'est par le système éducatif. Alors, très bien. Vous avez tantôt parlé donc de beaucoup s'investir dans le domaine d'ingénierie, qui répond bien donc aux besoins du moment et qui crée la valeur ajoutée de l'emploi. J'imagine que M. Sawadogo, qui est ingénieur en santé publique, ne dira pas le contraire. M. Sawadogo, le président de FASO a dit qu'il faut un retour aux sources dans le cadre donc, de ces réformes, comme on a dit aussi M. Nabaloum, alors, qui a évoqué, n'est-ce pas, la question de nos langues. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez apporter dans cette réforme-là? Oui, bon, ce qu'il a dit, c'est primordial. On apprend plus rapidement dans la langue maternelle. Mais s'il faut venir d'abord apprendre... Il faut déjà mettre en valeur les langues locales. Et je pense qu'il y a un travail de fond qui est déjà fait au niveau de ceux qui s'occupent des langues, au niveau de lettres, de sciences, lettres modernes, je crois, faculté de lettres modernes et autres. Et même qu'on est en train de faire un saut dans l'avenir avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a 2 ou 3 thèses qui s'intéressent à nos langues nationales pour faire en sorte à ce qu'on puisse traduire tout ce qui est loi, journal et autres émissions, les écouter directement en langue nationale avec l'intelligence artificielle. Il y a un travail de base qui est en train d'être fait. J'espère que ça va se poursuivre. Maintenant, si je mets votre question, je pense que c'est primordial, cette réforme, et l'ingénierie est la base de tout. Ici, si je prends au niveau de... Moi, ma perception est qu'on voit le docteur en avant. Ailleurs, c'est l'ingénieur qui prime. Un ingénieur n'a rien à voir avec un docteur. Le docteur fait la recherche, il trouve autre. Mais l'ingénieur, lui, il fait la conception, il trouve des problèmes, il trouve une solution au problème, il trouve un moyen pour le contourner, pour faire avancer la chose. Il applique. Mais ici, on n'a pas ça. Et c'est le négorgé, en fait. Dans le domaine de la pisciculture dont je vous parlais tout de suite, allez-y voir ce qu'on a fait. Des pirogues en bois, on a vraiment des hors-bord. Et si vous voyez comment est-ce que les gens libèrent leur savoir et font bouger les choses, mais c'est incroyable. Quand je regarde, je dis non, c'est ce qui nous manquait. Voilà. Donc pour moi, l'ingénierie est la base de tout. Et l'autre élément dans la réforme qu'il faut tenir compte par rapport à ce qu'on a avant, il faut prendre ce qu'on a comme valeur. Nos sociétés ont passé de l'âge de l'enfance à l'adulte à un moment donné, avec une initiation dans tous les ethnies. Actuellement, ça c'est où? C'est quand est-ce que... Oui. C'est quand est-ce que l'enfant quitte l'enfance et devient adulte. Il faut cette transition. Je pense qu'en Europe, à 18 ans, on dit que tu es majeur. Et généralement, je pense que ce qu'on nous a fait comprendre est que tu quittes le domaine familial, va t'installer ailleurs. Chez nous, ce n'est pas le cas, mais il faut qu'on trouve ce moyen de faire passer l'enfant de l'enfance à l'adulte. Et il faut trouver le moyen de mettre en place une passerelle entre ce qu'on avait comme valeur là-bas et qu'on trouve le moyen de faire en sorte à intégrer ce qu'il a dit l'ingénierie. Comment on peut transposer ça au niveau du... On peut amener ça comment et intégrer comment ces valeurs-là au niveau c'est le curricula. Il faut revoir le curricula. Il faut voir les personnes ressources et trouver le moyen de mettre ça sur papier, c'est tout. Et former des gens qui vont assurer cette transition, c'est tout. Et si on arrive à faire ça, actuellement, si vous voyez dans le monde entier, ce qui se vend, ce n'est pas plus les matières premières, c'est la technologie, c'est la connaissance qu'on vend. Donc, il faut que nous arrivions à intégrer ce marché dans nos formations. C'est des connaissances qu'on vend. Quand vous prenez par votre téléphone, la matière première, mais si on regarde, c'est les applications qui coûtent le plus cher. Donc, il faut que nous arrivions à trouver. Prenez un véhicule, le fer est là, les autres, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur comme innovation qui fait que le véhicule coûte cher. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de faire la passerelle entre ce qu'on avait en temps qui était très bien, qui permettait à notre société d'être ce qu'il était un socle, et qui faisait en fait que nous soyons socialement très cohérents avec nous-mêmes et avec ceux qui sont à gauche, à droite, les ethnies voisines, et qu'on puisse intégrer ça avec ce qui se fait ailleurs, qu'on nous a envoyé, qui est très bien, notamment la science, et faire en sorte à ce qu'on puisse enseigner ça dès la base. Et si ça s'est fait, c'est intéressant. Moi, je me pose souvent la question, quel est le temps réel de formation de nos enfants à l'école? Ça dépasse 4 mois.
On a combien de mois de vacances, on a combien de mois de congés, on a combien de mois de jours fériés, on a combien de dimanches, quoi et autres. Donc tout ça pour moi, c'est des aspects sur lesquels on peut regarder et trouver un moyen de faire en sorte à ce que, par exemple, si je prends les vacances, actuellement, moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont avec moi en stage. Pas des stages, ils sont venus travailler, des contractuels. Mais j'étais étonné qu'ils soient intéressés de pouvoir venir travailler la terre. Mais ils sont intéressés, ils sont à Bagré, ils sont assis là-bas, ils ne veulent pas revenir. Donc pour moi, en fait, à travers ce qu'ils vont faire là, c'est plus pratique, ils vont plus apprendre et ils vont plus développer l'ingénierie. Donc il faut qu'on puisse les associer et faire la transition, intégrer ce qu'on a de valeur ancestrale avec ce qu'il y a de moderne et pouvoir développer cette capacité de travail intellectuel de nos enfants dès la base et surtout basé sur ce que l'observation de ce qu'ils ont de inné en eux et pouvoir les faire monter. Alors de façon pratique, quel peut être le rôle donc de la jeunesse? Le président a beaucoup interpellé les jeunes à se responsabiliser. Alors, quel rôle peut jouer la jeunesse à ce niveau-là, monsieur Nabalou? Alors, le rôle de la responsabilité ou de la responsabilisation de la jeunesse est vraiment très important parce que la jeunesse a toujours été l'instrument de politique ou de politisation. Ce n'est pas qu'au Burkina Faso seulement, parce que la jeunesse, c'est la masse critique, c'est la force active. Et cette masse critique et cette force active a toujours été utilisée par les dirigeants. Surtout que l'Afrique a une population jeune, majoritairement jeune. Tout à fait. Donc, a été utilisée pour des objectifs beaucoup plus politiques, mais pas véritablement pour accomplir des projets de développement. Et c'est là où se trouve la responsabilisation qu'appelle le président du Faso. Aujourd'hui, cette jeunesse burkinabé a la chance d'avoir un président qui est jeune et un président qui a compris les difficultés que vivent nos populations, la situation de domination dans laquelle nous sommes. La responsabilité ou la responsabilisation de cette jeunesse va sortir d'où? D'abord, de mon point de vue, c'est comment est-ce que les jeunes s'arrivent à s'approprier les grands chantiers et les grands projets de développement dont impulsent les dirigeants. Monsieur Saoudgo le disait tantôt, il y a des jeunes qui sont partis à Bagré et ils ne veulent pas revenir. C'est cette prise de conscience-là, la responsabilisation de la jeunesse. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait des jeunes, on voyait les grands meetings où les gens s'allient pour aller prendre un peu de perdième par-ci, par-là. On les voit pendant, lorsqu'il faut organiser des élections, lorsqu'il faut organiser des forums. C'est ce carcan-là que le président du Faso essaye de briser pour dire non, la jeunesse, c'est le fer de lance. Il y a des grands projets qui sont là. Comment est-ce que vous vous intéressez à ces projets? C'est cette prise de conscience qu'il faut. Et lorsque vous allez voir que toutes les possibilités qui s'offrent aux jeunes, les jeunes arrivent à se les saisir, vous verrez que le problème de l'emploi va drastiquement diminuer. Le président de façon l'a souligné. Il dit que j'ai pris conscience et j'ai demandé aux banques de nous accompagner. Les banques ne l'ont pas encore fait, mais il a trouvé un moyen en créant la banque de l'État pour accompagner cette jeunesse. C'est-à-dire que cet accompagnement, c'est quoi? Nous mettons des mécanismes en place, mais il faut que la jeunesse réponde par le travail. Nous ne voulons plus de ces jeunes qui veulent être des entrepreneurs politiques, mais nous voulons des jeunes responsables et des jeunes responsables qui entreprennent, qui saisissent les opportunités qu'offrent les dirigeants, les plages possibles de développement pour créer de la valeur, pour créer de la richesse et en un mot, pour réduire le chômage. Et lorsque nous les jeunes, nous serons à mesure de le comprendre qu'il faut travailler. Si nous sommes une force motrice, c'est nous qui devons travailler. Et le développement qu'on est tous en train de se dire, ça va venir, ça ne va pas venir d'ailleurs, ça va venir de notre travail. Et pour que ça vienne de notre travail, il faut que nous prenions conscience que c'est notre objectif, ce n'est pas l'objectif des dirigeants, mais nous devons accompagner ces dirigeants qui prennent
de très bonnes décisions. Et si ces décisions-là sont suivies d'actions très fortes de la jeunesse, vous allez voir que le développement, ça va être un fait au quotidien pour l'ensemble des populations et pour le bonheur de cette même jeunesse. Alors, le président a aussi exhorté les jeunes à se départir de la lâcheté, de la traîtrise et de l'incompétence. Il a exhorté surtout à avoir soif de la connaissance. Monsieur l'ingénieur, vous avez éduqué à un moment donné. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse aujourd'hui a soif justement de la connaissance? Ça, c'est nous les éducateurs. Hein. Ce qu'on donne à l'enfant, c'est ça qu'il va apprendre. Dès la base, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait comme travail de base pour amener mon enfant à faire de la recherche, à avoir soif de la connaissance? Je me rappelle en classe de 4e, les premiers portables Android, j'ai posé une question en cours de géologie. J'étais pratiquement sûr que personne ne pourrait répondre. Et curieusement, il y a une, après un temps de silence, j'arrive à répondre. J'ai voulu savoir comment est-ce qu'elle a trouvé la réponse. Et la femme m'a dit que j'ai fait une recherche sur Google en 4e. Pas maintenant, je pense que c'est en 2010-2011 comme ça. Il dit sur Google, comment tu as trouvé Google? J'étais déjà ébahi que l'enfant puisse connaître ce qu'on appelle Google, parce que moi, je l'apprenais à l'époque. Et cet enfant-là, en fait, après, j'ai demandé, tu as eu ça où? Et il m'a trouvé qu'il avait un portable, il pouvait faire la recherche qui était connecté. Il dit, waouh. Ça a été l'objet de bagarre au niveau de la surveillance. J'ai dit non. On ne peut pas sanctionner l'enfant, mais je ne suis pas d'accord. La maman est venue même s'excuser pour dire, et l'enfant a dit que le portable depuis, mais il n'a jamais fait sortir. L'enfant avait soif de la connaissance et l'enfant savait que le téléphone pouvait l'aider à se cultiver davantage. J'étais ébahi que cet enfant en 4e sache où aller chercher une information avec un téléphone. Le téléphone n'est pas mauvais en soi. Peut-être qu'au niveau étatique, nos gouvernants vont trouver peut-être la formule de mieux encadrer Facebook, qui sert beaucoup plus à la distraction plutôt qu'à la recherche. On voit le système chinois, comment ils ont pu travailler sur les réseaux sociaux. Vous voyez des stagiaires qui sont chez vous, regardez les téléphones, qu'est-ce qu'ils font? C'est WhatsApp, c'est TikTok, c'est Facebook. Alors que non, quand tu es en stage, tu es venu pour apprendre. Donc moi, en tant qu'éducateur, je te suis. Il demande qu'est-ce que tu fais avec ton portable. J'ai eu une discussion la semaine passée avec des stagiaires. Je dis non. Faites-moi sortir une fiche de ce que vous avez fait, c'était vers 16 heures, ce que vous avez noté comme aujourd'hui par rapport à votre tâche, ce que vous avez appris. Je donne un prix à quelqu'un. Personne n'a pu le faire. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été préparés pour le stage. Parce que quand tu vas en stage, c'est pour apprendre. Tu ne viens pas au stage pour venir t'asseoir, juste exécuter les tâches et puis rentrer chez toi à la maison. Et beaucoup, quand on les demande, ils disent pas qu'ils vont au stage. Ils disent je suis au service. Tu n'es pas à un service, tu as un lieu de stage. C'est très différent. Quand tu as un service, on te paye. Quand on te paye, tu es venu pour apprendre. Non, je suis au service. À ma descente, non. Tu n'as pas de descente. Donc, en fait, ils pensent que le stage, déjà, c'est un lieu où ils sont venus pour travailler, alors qu'ils sont venus pour apprendre. Et même cette table d'apprendre d'abord, qu'est-ce que... Actuellement, c'est l'étudiant qui cherche son stage. C'est l'étudiant qui cherche son stage. L'étudiant qui trouve un moyen de faire son stage. À l'époque, c'était l'école qui trouvait un stage. Et c'était en institution que ça se faisait. Actuellement, c'est un étudiant qui va trouver un stage, deux fois avec les connaissances et les relations, et qui vient. Mais l'école ne s'implique plus dans ça. Pourquoi? Donc, pour moi, la base déjà pour que l'enfant puisse apprendre et avoir soif de la connaissance, c'est qu'est-ce que nous l'enseignons chez nous à la maison, qu'est-ce qu'il apprend, on lui dit au niveau de l'école, et surtout la curiosité. Moi, j'ai vu des cours où à la fin, généralement à la fin du cours, on donne un certain nombre de revues, de documents sur lesquels on dit pour aller plus loin. Il y a beaucoup de cours, je ne vois même pas de leçons bibliographiques. Pourquoi? Donc, est-ce que moi, l'enseignant, je fais comprendre à l'enfant que moi, j'ai pris le cours dans des documents de revue, sur Internet et autres, et que lui aussi, il peut aller chercher, parce que je n'ai pas toute l'information, je n'ai pas donné toute l'information. Donc, à ce niveau, il y a un travail de faire au niveau des éducateurs, des parents, des connaissances qui sont autour de l'enfance, et que l'enfant aussi prenne conscience que c'est lui d'abord qui doit bâtir sa propre, en tout cas son avenir. Et l'un des éléments caractéristiques, je me rappelle au niveau de l'école
une école La Place où, au niveau de leurs devoirs, ils mettaient à la fin l'autodiscipline égale la réussite. Est-ce que nous sommes capables, nous, de pouvoir nous discipliner pour pouvoir réellement faire en sorte à ce que tout ce que nous faisons rentre dans notre bien-être à nous-mêmes? Donc pour moi, il faut travailler à ce que l'enfant puisse s'autodiscipliner et comprendre que quand il apprend, il doit apprendre et on ne lui donne pas tout ça, lui d'aller le chercher. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais à l'époque, nous, on fait rédiger tout sur papier. Je sais. Il n'y avait pas le seul d'ordinateur en son temps. Où tu peux avoir Internet, c'est au Sénatrais. Dans n'importe quel enfant au primaire, il a accès à Internet, qui est Android. Les ordinateurs qui s'amusent déjà quand il est tout petit. Étudiants, on vous donne des ordinateurs. Mais c'est eux qui sont les plus paresseux en termes de recherche, en termes de rédaction. Voilà donc qui est bien dommage. Monsieur Nabaloum, comment justement amener la jeunesse à avoir justement soif de la connaissance? Alors, comment amener la jeunesse à avoir soif de la connaissance? Je dirais, pour paraphraser M. Sawadgo, c'est une interpellation, pour moi, à un premier lieu, des parents. La responsabilité des parents. Les parents doivent beaucoup s'impliquer dans l'éducation des enfants. Énormément s'impliquer dans l'éducation des enfants. Avant même les éducateurs. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Lorsque vous regardez dans pratiquement, pour ce qui est des grandes agglomérations, on prend un répétiteur et on pense que le répétiteur, il va tout faire. Ce qui fait que l'enfant, dès son bas âge, ceux-là qui doivent lui tracer ces sillons-là sont toujours des personnes externes. Les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné, en quelque sorte. Je ne vous coupe pas, mais il y a une très grande différence entre les répétiteurs et quelqu'un qui vient t'enseigner. Ce qu'on a fait actuellement, ce n'est pas le répétiteur. Ah bon? Non. Je m'explique. Le gars, il vient, l'enfant est au tableau, il fait les exercices et lui, il regarde. Ce n'est pas ça qu'on travaille. C'est ça. Moi, je viens pour te faire comprendre le cours et corriger tes exercices. Si au fin de corriger les exercices, je donne un devoir, tu traites, je viens la prochaine fois. Moi, je viens pas pour travailler au tableau avec moi. Mais ce qui se fait actuellement, c'est que le travail qu'on doit faire en tant que répétiteur, c'est quoi? Tu donnes un devoir, il fait le devoir comme s'il est en classe. Je viens, je récupère, je pars, il prend ta note. On corrige ce devoir. Toi, tu dois trouver un devoir à gauche, à droite que tu vas traiter. Et moi, je vais bien le corriger. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Le gars, il vient, l'enfant va au tableau, il fait un truc, il ne va même pas faire 2 exercices en 3 heures. Et tout cela ne participe pas à atteindre les objectifs escomptés finalement. Merci, M. Sadgo, pour cet éclairage-là. Donc, vous voyez à tel point nous abandonnons dès le bas âge, au moment où les enfants ont besoin d'écouter leurs parents. Les enfants ont besoin d'avoir des repères. Et ces repères, ce sont les parents qui doivent le donner. Donc, c'est une interpellation pour notre responsabilité d'éducation pour nos enfants. Donc, ça, c'est un élément important que les parents doivent se saisir pour savoir que la connaissance que mon enfant doit avoir, je dois être à mesure de pouvoir le suivre depuis l'école primaire. Quel est le niveau de mon enfant? Pour beaucoup de parents, c'est lorsqu'il prend le bulletin, ah, ici, là, tu as bien travaillé, ici, là, tu n'as pas bien travaillé. Mais on ne comprend pas réellement quelles sont les difficultés pour l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il excelle ici et qu'il n'excelle pas ici? Le parent, il ne comprend pas. Il ne le comprend qu'à travers les bulletins de notes ou en tout cas les relevés de notes. Donc, lorsque l'enfant grandit, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a le cours qui lui est donné, mais il y a aussi d'autres possibilités, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec le développement de l'Internet, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. C'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et il est autant facile d'apprendre qu'il faut que l'enfant aussi sache que l'enseignant qui est devant lui, c'est un guide. Parce qu'il faut aussi reconnaître que de nos jours, la mauvaise éducation des enfants font que les enfants ne respectent plus les enseignants. Donc l'enfant qui n'est pas capable de voir l'enseignant devant lui comme le guide, celui-là qui doit l'orienter,
Donc vous voyez que le message ne peut pas passer. Et il faut que le message puisse passer. Pour que le message puisse passer, il faut que l'enfant puisse accepter que celui qui est devant moi, il est en train de me guider. Il peut ne pas être parfait, mais il est en train de me guider. Il y a aussi une responsabilité des enseignants de donner le bon exemple et le bon comportement face aux enfants, face aux élèves, face aux étudiants. Et des dernières informations, il y a ce partage de manque de responsabilité, tant bien au niveau des enseignants qu'au niveau des étudiants, que la problématique sociale se pose. Aujourd'hui, on se joue à l'étonner par le comportement des jeunes dans la rue, par le comportement, par le niveau d'élévation de la délinquance. Parce que beaucoup de jeunes ne sont pas arrivés à se fixer des repères. Et pour pouvoir apprendre, il faut forcément avoir un repère. Il faut avoir des repères. Donc, c'est une interpellation pour dire que le savoir aujourd'hui, il est vraiment libéralisé. Il nous appartient. À travers aujourd'hui Internet. À travers Internet, il est vraiment libéralisé. Il faut juste avoir un peu de curiosité pour aller s'instruire sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont mal utilisés par la jeunesse africaine. C'est les Facebook, c'est la danse, c'est les chansons. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y a une responsabilité partagée également à ce niveau-là. Ah bon? Oui, il y a une responsabilité partagée parce que si les jeunes peuvent le faire, il faut peut-être que on a le premier niveau de responsabilité, c'est les parents. À partir de quel âge un enfant peut-il avoir accès à Internet? Et comment est-ce que moi, parent, j'encadre et je suis ce que l'enfant fait à travers Internet? Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément que je vais ajouter, c'est la responsabilité des dirigeants de donner ces plages d'accès. On a des pays où, effectivement, les plages d'accès de ces médias-là sont limitées. Si, à un certain âge, vous ne pouvez pas regarder les réseaux sociaux comme vous le souhaitez, donc il y a une responsabilité des dirigeants aussi. À ce niveau-là. Les Chinois ont réussi à le faire. Véritablement à ce niveau. Donc nous pouvons aussi le faire. Alors, le temps qui nous est imparti est presque à terme. 1 minute pour conclure. Merci. Moi, je dirais que le thème est assez important et ce qu'il y a lieu de voir, c'est déjà de revoir le statut de l'enseignant. Le statut de l'enseignant, oui. Pour commencer. Dans cette réforme, il faut mettre l'enseignant à sa place. Combien de dirigeants veulent que leurs enfants, à la fin du cursus, deviennent enseignants? Pour moi, c'est un critère. Si l'enseignant était un métier désiré, l'école serait aussi à la hauteur de ce que nous voulons. Mais je pense pas que c'est le cas. Les meilleurs actuellement ne veulent pas devenir enseignants. Je suis désolé. Et ensuite, combien de dirigeants, ceux qui sont dans cette réforme, veulent par exemple que leur enfant aille à l'école publique actuellement? Je ne pense pas. Alors que l'école publique était ce qu'ils cherchaient dans le temps. Donc, dans cette réforme-là, quand on revoit le statut de l'enseignant, et l'enseignement soit un métier désiré, et que les meilleurs s'y rendent, parce que c'est eux qui peuvent transmettre la connaissance le mieux possible, et que ce ne soit pas un métier laissé à ceux-là vraiment qui ne savent plus où aller. Je m'excuse du terme. Voilà. Et que l'école soit vraiment l'école d'antan, qui est désirée par tous. Et vous avez dit quelque chose d'assez intéressant à un moment donné, c'est l'initiation qu'on voit dans les villages, le passage de l'enfance à l'âge adulte, au niveau de l'école. Là, on amène justement les valeurs endogènes au niveau de notre éducation. Il faut l'intégrer. C'est simplement un travail à faire. C'est possible. Si les autres ont pu faire ça sur la base de leur... en tout cas, par rapport à leur identité culturelle, nous aussi, on peut le faire. C'est un travail de fond que nous devons accepter de faire. Alors, 30 secondes, monsieur 30 secondes, le temps qui nous est imparti, vraiment. D'accord. 30 secondes, c'est un appel que je lance. Pour moi, pour réformer le système éducatif, il faut que l'on prenne en compte ce que j'appelle la pyramide éducative. La pyramide éducative, c'est quoi exactement? Lorsque vous prenez 100 enfants qui sont nés, ils vont
aller à l'école à un certain âge donné. Et lorsque vous prenez ces 5 enfants, ces 100 qui sont partis à l'école, d'autres vont avoir le CP. Peut-être 80% vont avoir le CP. Donc, on aura 20 qui ne vont pas avoir le CP. Qu'est-ce qu'on fait de ces 20? Lorsque les 80 vont passer le cap pour avoir leur BPC, il y aura peut-être 60 qui vont avoir le BPC. Il y a 20 encore qui n'ont pas le BPC. Donc, on a déjà 40 qui n'ont pas le CP. On a déjà 40 qui ont lâché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lorsque vous prenez les 60 qui vont aller avoir le bac, au bac, vous allez voir qu'il y a 40 qui vont avoir le bac, il y aura 20 qui n'auront pas le bac. Donc, lorsque vous arrivez à l'université, on va se retrouver avec 10 personnes qui sont à l'université. Donc, pour moi, l'interpellation, c'est que notre système éducatif doit prendre en compte ceux qui ont pu aller à l'école, ceux qui n'ont pas pu aller à l'école et ceux qui sont arrivés jusqu'au sommet pour avoir leur doctorat ou le titre de professeur. C'est un système éducatif, la pyramide éducative que j'ai appelée ainsi. C'est tous ces schémas-là qu'il faut penser pour inscrire tout le monde dans la base éducative. Et tout le monde doit être éduqué. Je pense que c'est plus à prendre actuellement avec ce qu'ils appellent l'apprentissage par les compétences. Par les compétences. Voilà, de telle sorte que l'enfant puisse apprendre quelque chose de 10 doigts, et même si en temps de perdition, il n'arrive pas à finir son cursus, qu'il ne quitte pas et qu'il ne sache rien faire. D'accord, merci. Ça sera donc le dernier mot. Monsieur Noufou Nouraogo Sawadogo, je rappelle que vous êtes ingénieur en santé publique et environnement. Merci pour vos apports sur ce sujet concernant donc l'éducation. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Nabaloum, Abdoulaye Nabaloum. Vous êtes le président de la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Merci d'être passé. Merci, monsieur Dabira. Ça a été un plaisir de partager ce plateau. Et merci encore pour l'invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, la C360, et à très vite avec d'autres sujets d'actualité. C360, la voix d'une Afrique nouvelle.